Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI1 dans le titre de cette édition. Le coût de l'électricité par kilowattheure connaîtra une hausse de 10% à partir du 1er juillet prochain, une augmentation qui touchera uniquement les abonnés de 15 ampères et plus. Sont également concernés les professionnels et les abonnés de la haute et moyenne tension. Le secrétaire général de la présidence de la République a procédé ce jeudi au lancement des travaux d'un atelier sur l'évaluation des politiques publiques concernant l'emploi des jeunes. Plusieurs cabinets d'experts ainsi que des entités gouvernementales ont pris part aux différents travaux. Et puis, le dossier politique de ce jeudi ouvre une lucarne sur les enjeux du partenariat entre le RHDP et le FPI. Les deux partis ont décidé d'unir leurs forces pour les joutes électorales du 2 septembre prochain. L'initiative fait suite aux nombreuses crises et tensions qui ont divisé le pays. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le déséquilibre financier est important et le déficit cumulé dans le domaine ne cesse de grandir. Le gouvernement a décidé de mettre fin à l'hémorragie. Il va réajuster les tarifs de l'électricité à partir du mois de juillet prochain. C'est le ministre en charge de l'énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, qui l'a annoncé. L'éclairage de Lansine Bakayoko. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'électricité fait face à de graves difficultés structurelles qui occasionnent aujourd'hui un déséquilibre financier. Une situation aggravée par la conjoncture mondiale liée à la crise en Ukraine. L'écart entre les besoins financiers du secteur de l'électricité et les ressources qu'il génère perdues et s'amplifie, creusant chaque jour des déficits. Pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation est estimée à 161 milliards de francs CFA. La perte d'exploitation résultant de la différence entre le prix moyen de vente, qui est de 73 francs le kilowattheure, et le coût moyen de revient, qui est de 89 francs le kilowattheure, cette différence est de 16 francs le kilowattheure. Ces pertes entraînent de plus en plus de perturbations sur le réseau. À titre d'exemple, le temps moyen de coupure qui s'était amélioré de 16h22 en 2020 est monté à 28h93 en 2022. Il devient donc évident que l'optimisation continue des charges d'exploitation et l'appui constant de l'État ne peuvent plus suffire à retrouver l'équilibre financier du secteur. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a-t-il décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité limité à 9,6%. Un énorme sacrifice pour l'État, vu qu'une étude avait recommandé un relèvement de 40% pour atteindre l'équilibre financier du secteur. Seuls 400 000 clients sur les 3,7 millions, soit 11% des abonnés, en particulier les industriels, seront touchés par ce rééquilibrage des tarifications. 10% pour les 15 ampères et les professionnels, 15% pour la moyenne tension et la haute tension. L'État tient à ce que l'impact n'aille pas au-delà de ce que les études ont montré au plan théorique. Et bien sûr, quand les industries peuvent absorber, elles vont absorber. Et s'il y a un ajustement qui doit être fait, ça doit être fait de manière concertée avec l'État. Et les prix seront bien sûr contrôlés, parce que très souvent, en pareille situation, comme je l'ai dit, il y a certains qui profitent alors qu'ils ne sont pas concernés pour essayer de mettre des prix qui ne sont pas en lien avec cet ajustement. Dans le souci de protéger les couches vulnérables et limiter l'impact de la mesure sur le coût de la vie, le gouvernement a exonéré 89% des usagers, notamment les 5 et 10 ampères. Ce réajustement tarifaire permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards en année pleine. Les nouveaux tarifs s'appliqueront aux usagers de l'électricité qui seront enregistrés à compter du 1er juillet 2023.
Direction Yamoussoukro et ce point d'interrogation, comment évaluer les politiques publiques? C'est la question à laquelle a tenté de répondre le président de la Cour des comptes avec le sénateur Kanvali Diomandé a participé à une séance d'information parlementaire. La session était dirigée par le président Jano Aoussou Kouadio. Les détails de la rencontre avec Kader Sogodogo. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, et Diomandé Kanvali, président de la Cour des comptes, accueilli par les sénateurs au grand complet à Yamoussoukro. La loi numéro 2022-966 du 14 décembre 2022 autorise le Sénat à se faire assister par la Cour des comptes dans sa mission d'évaluation des politiques publiques. C'est tout le sens du grand oral de Diomandé Kanvali. Le président du Sénat plante le décor. Les sénateurs voudraient partager avec vous, Monsieur le Président de la Cour des comptes, les préoccupations ci-après. À quoi renvoie exactement l'évaluation des politiques publiques? Quelles sont les conditions d'une bonne évaluation des politiques publiques? Quels sont les enjeux de l'adoption de la loi 2022-966 du 14 décembre 2022 relative à l'évaluation des politiques publiques, tant pour le gouvernement que pour le Parlement? Quel est le rôle de la Cour des comptes dans le mécanisme de l'évaluation des politiques publiques en Côte d'Ivoire? La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, des comptables de fait, les fautes de gestion. Elle contrôle la gestion des services de l'État. 4 principes la guident: le besoin, le processus, l'effet et la performance. Le tout axé sur 6 principes. L'évaluation d'une politique publique est l'examen effectué en vue d'apprécier la valeur de cette politique. Une évaluation analyse le plus systématiquement possible ses objectifs, sa mise en œuvre, ses produits, ses résultats et ses impacts socio-économiques et mesure sa performance afin d'évaluer finalement son utilité. Échange franc avec les sénateurs qui ont posé toutes sortes de questions. Au bout, un cadre parfait pour la collaboration entre les deux institutions. Depuis le basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget-programme, le Parlement s'est vu assigner une nouvelle mission, l'évaluation des politiques publiques. Le Sénat entend y faire face. Je vous le disais il y a quelques instants en ouverture de cette édition, il s'est tenu ce jeudi un atelier sur l'évaluation des politiques publiques concernant l'emploi des jeunes. L'activité conduite par 2 cabinets d'experts réunissait quelques entités gouvernementales compétentes en la matière. Les participants auront 48 heures pour partager les expériences et les bonnes pratiques afin de mieux évaluer les politiques d'insertion des jeunes initiées par le gouvernement. On en parle avec Mahama Traoré. Le laboratoire d'action contre la pauvreté Abdoulatif Jamil Djipal et Innovation for Poverty Action IPA sont les 2 cabinets chargés d'assister le gouvernement ivoirien dans l'évaluation des initiatives entreprises en faveur de l'insertion des jeunes. Au cœur des réflexions, le programme jeunesse du gouvernement qui entame sa phase d'exécution. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse le confirme. Cette démarche évaluative a déjà porté ses fruits avec les précédents programmes d'insertion des jeunes. Et sa collègue du plan et du développement de rassurer que la dynamique va se poursuivre pour des actions plus efficaces. L'enquête de satisfaction réalisée par la Banque mondiale et l'Agence française de développement dans le cadre du projet CED et PGDEC a fait ressortir que 72% des bénéficiaires des programmes ont été insérés durablement. Les résultats des études montrent la nécessité d'évaluer les politiques publiques afin de s'assurer de l'efficacité de nos actions en faveur de l'emploi des jeunes. Mon département ministériel s'apprête à lancer les travaux de réalisation de la revue à mi-parcours du Plan national de développement 2021-2025. Dans ce cadre, l'établissement d'une situation de référence, l'évaluabilité du PJGouv, la capitalisation des meilleures pratiques à travers le monde contribueront à mieux apprécier l'impact des projets et programmes d'insertion et d'emploi des jeunes. C'est en tout 1118 milliards de francs CFA que le gouvernement va investir dans son programme jeunesse 2023-2025 pour le secrétaire général de la présidence de la République. Les travaux de cet atelier vont passer au peigne fin l'impact des ressources injectées. Il s'agit de formuler des recommandations pour identifier, sur la base des études d'impact réalisées en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde, les politiques jeunesse les plus efficaces et bien entendu les moins efficaces.
Comme vous le savez, les ressources sont rares. Donc lorsque nous investissons 1 franc, nous souhaitons que ce franc ait l'impact le plus important. Deuxièmement, cet atelier devrait permettre également de définir les modalités concrètes d'évaluation de notre programme PJGouv. C'est le deuxième atelier du genre sur l'évaluation des politiques publiques. Un premier tenu en janvier dernier avait porté sur la protection sociale. Abdourahmane Sissé annonce que l'éducation sera la prochaine thématique abordée. Et puisqu'on parle d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation continue d'équiper ses différents départements. Il vient de renouveler le parc automobile de ses antennes de la pédagogie et de la formation continue. Il s'agit de 15 nouveaux mini-cars qui permettront d'améliorer la mobilité du personnel d'encadrement. Le reportage de Mohamed Khalil demandé à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Et ce jeudi marque aussi le top départ des épreuves écrites et pratiques des examens de fin de formation chez les auditrices de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. On les estime à un peu plus de 1000 candidates réparties sur l'ensemble du territoire national. Dans le quartier de Selmer, dans la commune de Yopougon, la ministre Nassene Batouré a appelé les candidates à donner le meilleur d'elles-mêmes. Un reportage d'Evelyne Yoboué avec le commentaire de Walter Amadou Ouattara. À Yopougon-Selmer, 81 candidats affrontent les examens de fin de cycle à l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF. Pour cette première journée, les candidats font face à 2 épreuves, notamment la pâtisserie et la couture. En marge de cela, nous avons des matières optionnelles comme la coiffure, comme l'art floral, comme le crochet et comme le perlage. Les candidats à l'examen de cette année ont tous fait la formation en IFEF d'une durée de 3 ans. Donc ces candidats sont en fin de formation. Et c'est cet examen qui sanctionne la fin de la formation reçue en IFEF. Au début, il y avait un peu le stress, mais vu les sujets, le stress est descendu. Je trouve que les sujets sont abordables. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant encourage les candidats à donner le meilleur d'eux. On vient de lancer les concours, on souhaite bonne chance à tous les candidats. Ce sont des jeunes filles avec quelques jeunes hommes et ils sont vraiment conscients que c'est l'année de la jeunesse et on leur a dit que toutes les opportunités sont disponibles à les accompagner après la réussite de leurs examens, des stages qu'ils pourront faire et ensuite aussi pourquoi pas être accompagnés par les différents fonds de la jeunesse et différents fonds à l'endroit des femmes existants pour vraiment prendre leur part dans la construction et le développement de notre nation. Les épreuves se déroulent sur 2 jours sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, 1001 candidats, dont 9 hommes, composent. On parle maintenant d'environnement. Les nuisances olfactives des baies de la Riviera Golfe et d'Anoumabo seront traitées avec efficacité. Du matériel adéquat pour les travaux de dépollution a été installé dans ces lieux précités. Des installations qui ont été visitées par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Grace Kando. À travers ce geste, le ministre Jean-Luc Assy met en service l'unité de traitement des nuisances olfactives. Les nuisances olfactives sont des odeurs qui vont toucher le nez. Quand on va respirer, on sera gêné par ces odeurs-là. Donc ces odeurs-là même peuvent provoquer des maladies. On peut avoir les rhinites, la pneumonie, le rhume. Cette unité de traitement des nuisances olfactives permettra de neutraliser les mauvaises odeurs provenant des baies de la Riviera Golfe et d'Anoumabo. Ces unités de traitement des nuisances olfactives sont composées de nouvelles technologies avec 2 pompes à haute pression qui sont des diffuseurs qui sont installés sur 1400 mètres linéaires à travers le canal d'Anoumabo, le canal de l'INGS et sur 600 mètres linéaires concernant la rive du pont HKB. Elles font des diffusions de produits qui cassent les molécules malodorantes qui sont dans l'air et permettent aux populations environnantes de pouvoir avoir de la respiration d'air qui est très saine et agréable à respirer. Une expérience qui porte déjà ses fruits. L'objectif était tout de suite de résoudre les nuisances qui gênaient les populations. En attendant qu'on trouve une solution plus élaborée, et nous sommes très heureux d'avoir conduit donc ce projet à terme,
Les odeurs ont disparu. Avant là, il y a trop d'odeurs. Et puis les moustiques aussi étaient trop. Donc maintenant, tout ça là, ça va. On en laisse, il n'y a plus d'odeurs. Voilà, ça reste tranquillement. Pour le ministre Jean-Luc Assy, cette action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations. On était venu déjà sur ces lieux et pour constater l'ampleur de ces nuisances, il fallait donc trouver une solution. Même si la solution est encore provisoire et temporaire, il fallait atténuer donc ces nuisances-là. Tous les équipements donc, qui permettent donc, de traiter ces nuisances sont arrivés. La partie qui fait l'objet donc, de contractualisation est vraiment dans une bonne phase donc, de traitement. Pour une dépollution définitive des différentes baies, le ministre Jean-Luc Assy a des solutions. Le canal, qui devait avoir donc une largeur de 100 mètres, aujourd'hui a été réduit à 25 mètres. Et tout ça ne favorise pas la circulation donc, de l'eau pour permettre une aération. Il y a des constructions sur le lit du canal. Il va falloir donc dégager toutes ces constructions et ouvrir véritablement le canal. Il va falloir donc attaquer à la source. C'est un système d'assainissement efficace qu'il faut mettre en place. C'est un système de curage qu'il faut mettre en place. Cette unité de traitement des nuisances olfactives a été possible grâce au ministère de l'Environnement et du Développement durable et une entreprise spécialisée dans le domaine de la propreté, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. La SODEMI vient de décrocher une certification internationale. L'entreprise dispose désormais d'un outil d'analyse de l'or, un outil reconnu et référencé sur toutes les places financières. C'est l'aboutissement d'une longue démarche entamée depuis septembre 2021. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Le référentiel ISO/IEC 17025V 2017, désormais le laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI, Société pour le développement minier en Côte d'Ivoire, détient ce référentiel. Il évitera des pertes de temps aux entreprises, surtout celles exerçant dans le secteur de l'exploitation aurifère qui étaient obligées de sortir du pays afin d'obtenir des résultats fiables des analyses des minéraux. D'une validité de 2 années, cette accréditation vient booster la compétitivité au plan international de la SODEMI. Ça fait 61 ans, on n'a pas eu cette accréditation. Aucun autre laboratoire en Côte d'Ivoire n'est accrédité suivant le système que nous avons aujourd'hui. Si nous avons pu relever ce défi, nous allons pérenniser cette action et l'étendre à d'autres substances. Mars 2023, date à laquelle le système ouest-africain SOAC a donné son avis favorable pour cette certification. L'accréditation des laboratoires par le SOAC obligatoire en Côte d'Ivoire en vertu de la loi sur la normalisation et la qualité de 2013. Le SOAC, lancé en 2018 en Côte d'Ivoire, enregistre à ce jour une 50aine d'organismes d'évaluation de la conformité accrédités, dont uniquement 3 dans le domaine de l'analyse des minerais. Se félicitant de la bonne nouvelle pour le pays, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, reçoit officiellement avec fierté le carton symbolisant l'acquisition de cette accréditation. L'accréditation du laboratoire renforce à n'en point douter la crédibilité de la SODEMI et rehausse l'image de la Côte d'Ivoire minière. Désormais, la SODEMI dispose d'un outil d'analyse de l'or internationalement reconnu et référencé. Cela participe, de notre point de vue, de la promotion du contenu local. La SODEMI doit à présent mettre le cap sur la mise en place de l'unité d'affinage d'or. La production d'or brut est passée en l'espace de 10 ans de 13,2 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Elle devrait franchir la barre des 50 tonnes en 2023 et des 55 tonnes en 2024. Le présent référentiel est un atout pour cette ambition fixée par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs séjourne en ce moment dans le nord de la France. En Normandie, Raymond Goudou Kofi va, dans le cadre d'une visite de travail, tisser de nouvelles toiles de coopération. Elle a visité le lycée agricole de Saint-Lothaire, une école de référence en France. On retrouve notre envoyé spécial, Mamadou Kouassi. La ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi sur le site du lycée de Saint-Lothaire, une école de la région de la Normandie, au nord de la France. Elle est spécialisée dans la formation agricole à travers plusieurs activités, entre autres
l'élevage porcin et bovin et la production laitière. Cette école est devenue en quelques années une référence en termes de formation agricole en Europe. Nous avons un principe de la fourche à la fourchette. Nous avons des formations dans le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des laboratoires. Et donc nous avons de la production avec une exploitation qui produit du lait et qui est transformée sur un atelier où nous faisons des fromages. Alors ici, il y a de très grosses opportunités en termes d'agroalimentaire. Les entreprises en agroalimentaire recherchent énormément de main-d'œuvre, donc il y a de grosses possibilités à ce niveau-là. En agriculture aussi, dans les 20 années à venir, un tiers des exploitations vont changer de directeur, donc il faut aussi avoir un renouvellement à la fois en agriculture et en agroalimentaire, donc il y a de grosses possibilités au niveau du travail et du recrutement. Des ateliers au pâturage en passant par les centres de recherche et les salles de production de lait et de fromage. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs a fait le tour des différentes spécialisations de cette école de la région de la Normandie. Une visite qui laisse entrevoir de belles perspectives pour les jeunes et les femmes du district autonome des Lacs. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que nos jeunes, qui sont donc au chômage, mais qui ont un profil agricole et puis également un profil d'élevage. Faire en sorte que ces jeunes-là, on puisse les installer dans des petites fermes et qu'ils puissent vivre du fruit et des retombées de leur travail et de leur investissement. Nous avons également pensé à nos femmes organisées en coopérative. Et je prévois, bien entendu, avec l'accompagnement de son Excellence Monsieur le Premier ministre, faire venir donc des jeunes et des femmes et leur montrer un peu cette chaîne de valeur qui pourra leur permettre justement de pouvoir produire et transformer. Cette visite de la ministre-gouverneure Raymond Goudou Kofi et sa délégation en Normandie s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre son entité, le district autonome des Lacs et le conseil régional de la Normandie. On ouvre maintenant le dossier politique de cette édition. Le RHDP et le FPI ont décidé de faire chemin ensemble. Un accord écrit en noir sur blanc depuis le 2 mai dernier. Pour les joutes électorales du 2 septembre prochain, les deux partis s'afficheront sur une liste commune. En toile de fond, il s'agit pour le parti des Zoufouettistes et le Front populaire ivoirien de promouvoir la réconciliation nationale et la démocratie en Côte d'Ivoire. Retour sur les enjeux de ce partenariat avec ce dossier préparé par Marie-Chantal Akandan. Les résultats du partenariat entre le RHDP et le FPI sont déjà palpables sur le terrain. Ce mercredi, les cadres du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et du Front populaire ivoirien, FPI, du Haut-Sassandra, se sont rencontrés pour matérialiser un accord électoral au siège du RHDP. Ce qui est important, c'est que nous allons d'abord ensemble, parce que les collectivités territoriales, c'est une équipe qui les gère. On peut retenir que le FPI, Haut-Sassandra et le RHDP Haut-Sassandra ont eu un accord politique pour faire liste commune pour aller donc à cette élection et la gagner. La commune de Cocody a déjà emboîté le pas pour les élections municipales. Le RHDP et le FPI s'engagent à se mettre ensemble pour concrétiser l'une des clauses du partenariat qui prévoit la possibilité de conclure, si nécessaire, des accords électoraux lors de toute consultation électorale. Les nouvelles sont bonnes, mais je peux vous dire que le RHDP et le FPI sont ensemble. À Cocody, nous allons suivre donc sur cette lancée. Nous avons jugé nécessaire ici à Cocody d'avancer ensemble au nom des acquis quand même de la commune par rapport à la gouvernance RHDP, au nom aussi du fait que Eric Tabar, candidat du RHDP, d'arrache-pied dans une dynamique sur le terrain. Il a fallu des mois de discussion entre le RHDP et le FPI pour aboutir à cet accord de partenariat. L'objectif étant de créer un climat de confiance et de paix, les deux parties conçoivent un accord comme un instrument de solidarité et de travail au service de la démocratie et de la réconciliation nationale. Cet accord nous donne au Front populaire ivoirien davantage de leviers pour alerter, pour aiguillonner. Il nous donne davantage de moyens d'être vigilants. Chacun est dans son rôle. Chacun continuera à défendre ses idées, son projet. Concernant la mise en place des commissions électorales communales ou locales, nous étions accordés, sans doute de façon verbale, mais nous étions accordés quand même sur le fait que le RHDP
devait avoir la présidence de ces commissions électorales locales ou communales, sur le fait que le FPI devait avoir ou bien la vice-présidence ou bien le secrétariat, en tout cas un poste dans le bureau de ces différentes commissions. Tout cela ne reposait pas sur un écrit, mais sur ce qu'on pourrait appeler un gentleman agreement, un accord verbal. Quel peut être l'impact de cet accord sur la démocratie? Signé le 2 mai dernier entre le RHDP et le FPI. L'avis de l'enseignant-chercheur et politologue. Les partis politiques restent des organisations privées et ces organisations privées ont leur stratégie. Et donc, quand un parti politique signe un accord, ne serait-ce qu'avec un parti au pouvoir, c'est un acte qui peut être considéré comme un acte citoyen. La preuve, la Constitution ivoirienne prévoit que le gouvernement, le chef de l'État puisse consulter les partis d'opposition sur des questions d'intérêt national. Donc ça voudrait dire que même quand les deux partis ne sont pas forcément de la même obédience, il est prévu un cadre républicain de collaboration. Et ce cadre républicain-là, c'est ce qui est consigné dans cet accord. C'est un accord pour la paix et pour la réconciliation nationale et surtout un accord pour effectivement apaiser le climat politique. Désormais liés par cet accord de collaboration et de bonne conduite RHDP-FPI, les populations se prononcent sur ce rapprochement. C'est un arrangement électoral dans certaines circonscriptions pour aller aux élections, pour faire croire aux gens qu'il y a alliance quelque part là-bas. C'est un deal, c'est un arrangement. Si les deux parties voient que cette association va leur permettre d'atteindre leurs objectifs politiques, bon, nous, on salue cette idée. Du moment où ça va aider les Ivoiriens. Que l'accord entre RHDP et le FPI est bienvenu, si c'est pour le bien pour la nation, et si ça va dans le sens de la réconciliation, je pense que je ne vois pas le problème. Cet accord de partenariat signé le 2 mai dernier entre le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a été conclu dans le respect des différences de chaque parti et son autonomie. C'est le cas de la région du Moronou, où le RHDP et les FPI n'ont pas trouvé de consensus. À l'entame de cet accord, je pense que les acteurs ont été clairs. Il ne s'agissait pas de venir partager des postes, mais si nécessaire, ils allaient ensemble, peut-être en accord avec leurs militants et leurs bases, accepter peut-être qu'il y ait des stratégies de campagne ou bien de candidature. Donc cette candidature à Bongouanou n'est pas une candidature qui étonne, parce que cela avait été déjà prévu par les signataires de l'accord. Pendant que le RHDP et le FPI consolident leurs alliances, le PDCI et le PPICI sont également à l'ouvrage pour remporter le maximum de sièges. Ces élections locales du 2 septembre prochain définiront certainement la cartographie politique en Côte d'Ivoire, avec également les indépendants qui entendent jouer les troubles faits. Les enjeux du partenariat RHDP-FPI, un dossier de Chantal Akandan à revoir sur RTI 1. Il s'est rendu ce jeudi dans les locaux de la commission électorale locale, le Cocody Angré. L'ancien président Laurent Gbagbo est allé porter une réclamation pour sa réinscription sur la liste électorale. Juste après sa requête, il s'est adressé à la presse locale et internationale. Un compte-rendu de Sidonie Davila. Depuis le début du contentieux, les bureaux de la commission électorale locale n'ont jamais connu une telle ambiance. La raison, l'ex-président Laurent Gbagbo avait annoncé son intention d'initier ce jeudi une réclamation sur sa non-inscription sur la liste électorale. C'est aux environs de 12 heures que son véhicule fait son entrée au bureau de la commission électorale locale d'Angré, Star 8, commune de Cocody, celui rattaché à son lieu de vote. Une fois devant les membres de la commission, le président du PPACI se soumet à la procédure de réclamation. À sa sortie, il donne les raisons qui ont motivé cet acte. Nous sommes dans les contentieux, il n'y avait pas meilleur moment ni meilleur endroit pour m'exprimer. Les arguments que j'ai développés sont de plusieurs ordres. Et vous savez pourquoi. Parce que on n'a pas mis mon nom sur la liste électorale.
Aujourd'hui, ce que nous devons faire, les présidents Bédié, Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. Fidèles amis, militants et sympathisants étaient aux côtés de leur leader. Tous espèrent voir à nouveau le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale à l'issue du contentieux qui prend fin le samedi 10 juin prochain. Nous en parlions tout à l'heure dans le dossier politique. Après le FPI, c'est au tour de l'UDC, l'Union démocratique citoyenne, d'apporter son soutien à l'ambassadeur Éric Tabar dans la commune de Cocody. Le premier responsable du parti l'a annoncé ce jeudi au cours de sa rentrée politique. Les précisions de Souleymane Donissongou avec notre commentaire. Pour les prochaines élections municipales du 2 septembre, Éric Tabar bénéficie désormais du soutien de l'Union démocratique citoyenne, UDC. L'annonce est faite par le président du parti dans le cadre de sa rentrée politique. Le parti s'est donc réuni et a décidé, pour l'essentiel, d'accorder son suffrage en ce qui concerne la commune de Cocody. Comme l'avait déjà recommandé le conseil de présidence le 2 décembre dernier, le comité central a accepté que à Cocody, le candidat de l'UDC à l'élection municipale s'appelle Éric Tabar. Chef de protocole du président de la République, Alassane Ouattara, et candidat aux prochaines municipales dans la commune de Cocody, Éric Tabar veut fédérer toutes les énergies pour s'assurer la victoire. À Cocody, sur instruction des responsables de notre parti, sur instruction du président de la République, rassembler tous les Ivoiriens, tous les partis politiques qui adhèrent, n'est-ce pas, à la vision, à la nouvelle vision du champion Éric Tabar pour transformer Cocody, pour transformer cette commune, pour que l'on y vive mieux, pour que les Ivoiriens de Cocody sachent qu'une nouvelle équipe est arrivée, qu'un nouveau champion est arrivé et que les choses seront faites autrement. Cette rentrée politique a vu la présence d'une délégation du Front populaire ivoirien. 9 résolutions ont été lues et adoptées. Elles renouvellent le soutien ferme du parti à la candidature d'Éric Tabar à la mairie de Cocody. Ils ont foulé le sol de Médine ce jeudi au nombre de 430. Les premiers pèlerins ivoiriens du vol étatique sont arrivés ce matin en Arabie Saoudite. Médine, la ville du prophète Mohammed, est sur le point de départ, sinon le premier point de départ de l'accomplissement du Hajj, le 5e pilier de l'islam. À Médine, la lumineuse Abou Sanogo et Ibrahim Sissé sont nos envoyés spéciaux. Le premier vol étatique de pèlerins ivoiriens est arrivé à Médine, deuxième ville sacrée de l'islam, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, partie d'Abidjan, sous le coup de 0 heure. Les candidats au Hajj au nombre de 430 pour ce vol ont foulé le sol de Médine à 7h40 heure d'Abidjan, 11h heure locale. Première étape de l'accomplissement des rites du pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Beaucoup de satisfaction, trop d'émotion. Ils célèbrent leur arrivée à Médine. Un moment de spiritualité et d'intercession que beaucoup attendaient. Je me suis fait un objectif. Mais dès que je prends ma retraite, ma première pension sera destinée au pèlerinage. Et vraiment, Dieu me l'a accepté. Et me voilà aujourd'hui à Médine pour effectuer le 5e pilier de l'islam. C'est une joie pour moi. Très content. J'avais espéré vraiment ce voyage et alhamdoulilah, Dieu me l'a accordé. Il faut vraiment prier pour ce pays, pour qu'il y ait la paix. Venir à la rencontre du Seigneur et venir exposer la prière et beaucoup de pardon, c'est une grâce divine. Cette année, c'est une visite exceptionnelle pour moi. Par rapport au président de la République, il faut beaucoup prier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, pour tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Nous sommes fiers de nos présidents. Après l'aéroport de Médine, une fois les formalités terminées, les pèlerins mettent le cap sur leur hôtel où ils seront accueillis dans une ambiance conviviale. À Médine, ils séjourneront pendant 3 jours, puis se rendront à la Mecque. Notons que tous les autres vols vont suivre jusqu'au convoyage du dernier candidat au Hajj. Cette année, ce sont 10 000 musulmans ivoiriens qui effectueront le pèlerinage en Arabie Saoudite.
Et à côté de la réjouissance, cette page noire, Ouattara Nyonzie n'est plus. Le président du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, a attiré sa révérence. Journaliste émérite, l'ancien directeur général de la RTI a été également ministre de la Communication de décembre 2010 à avril 2011. Ce journal est terminé. Vendredi matin, retrouvé à 6h30 à Ficiata Dosso avec l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur le groupe RTI.